Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. On ne gagne jamais une bataille sans détermination, stratégie et sagesse. Depuis 2017, ils ont tout fait pour nous pousser à bout et nous pousser à la révolte. En 2017, The Economist, magazine des Rothschild, annonçait dans un rébut qu'ils ont l'habitude de faire en fin d'année pour nous donner un avant-goût de ce qu'ils vont nous faire subir l'année qui suit, a annoncé des personnages habillés tout en jaune qui défilaient dans les rues avec des pancartes. Novembre 2018, les Gilets jaunes sont apparus dans la rue. Et c'est grâce aux médias, à l'ensemble des médias, que nous avons pu nous réunir aussi nombreux dans les rues. Et puis il y a eu la prise des ronds-points, des lieux de vie, des milieux sociaux, où on trouvait toujours quelqu'un jour et nuit, quelqu'un à qui parler, pouvoir échanger de tout et de rien, se réchauffer auprès d'un feu et boire un café. Sur Annecy, en Haute-Savoie, il y a eu le rond-point des Mouettes, où nous avons construit notre cabane et où nous avons passé des moments inoubliables. Je vous oublierai jamais, les copains.
Jusqu'au jour où l'un d'entre nous a décidé d'incendier la cabane. Et l'histoire, pour les Gilets jaunes en Haute-Savoie, ça s'en est arrêté là. Beaucoup d'entre nous ont pensé que la révolution en mai 68 est quelque chose qui pouvait être reproduit. Seulement voilà, nous ne sommes plus à la même époque, nous ne sommes plus dans la même ère, et nous ne sommes plus dans la même politique en France. La première des choses, c'est l'équipement de la police. Comme vous allez pouvoir le constater, entre mai 68 et aujourd'hui, les choses ont bien changé. L'équipement de la police dans les années 60-70 était rudimentaire. Un simple casque, un grillage devant le visage, des petits boucliers et seulement une matraque. Ils étaient hyper vulnérables face à une foule en colère qui pouvait leur lancer des tas de projectiles comme les fameux pavés. Mais aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Ils sont équipés comme des Robocop, dignes de films de science-fiction, ont des bombes lacrymogènes, des grenades lacrymogènes, des LBD, ces fameux fusils tirant des balles en caoutchouc qui sont censés repousser les personnes avec un impact assez puissant, mais soi-disant sans blesser, et qui ont mutilé des grands nombres d'entre nous. Mais ce qu'on voit moins et qui est pourtant présent en marge des manifs, ce sont les armes de guerre, les FAMAS. Et puis nous avons pu le voir dans quelques vidéos, les tireurs d'élite sur les toits, et puis le fameux canon à eau, un véritable engin de guerre. Il s'agit d'une base de poids lourds Renault Kerax à laquelle on a greffé tous les éléments nécessaires à la survie en milieu hostile. Et les festivités commencent avec cette imposante lame de dégagement. Un équipement spécifiquement conçu pour déménager les barricades en cas de manifestation. Sur la calandre, une rampe de LED éblouissante a été installée pour créer un effet tunnel. Combiné à la sirène super puissante, le facteur stress est garanti. Et si cela ne suffit pas à dissuader les opposants, les CRS ont à disposition un canon lanceur d'eau. Une arme non létale capable de tirer à 40 mètres de précision. Ce canon, piloté électroniquement par un joystick, est couplé à une caméra très performante. Un outil préventif selon la police qui permet de surveiller les meneurs, les casseurs et offrir surtout une plus grande précision dans le tir. J'y vais. T'envoies un petit coup déjà, ça l'appelle, il monte dans les tours, après Non mais les petits élèves officiels, moi. grave. C'est une motopompe Iveco de 270 chevaux qui se charge d'alimenter les canaux en eau claire. La pression en sortie de canon est de 20 bars, autrement dit amplement suffisant pour faire le ménage en cas de grosse émeute.
Les 4000 litres disponibles dans la cuve peuvent être mélangés à du liquide lacrymal en cas de grosse émeute. Dans les cas les plus extrêmes, un colorant spécifique peut y être ajouté pour marquer les individus suspects dans le but d'une interpellation ultérieure. Enfin, il est possible d'y ajouter un liquide émulsif pour éteindre les incendies et prêter main forte aux pompiers. Avant tout pensé pour la dissuasion, ce mastodonte est également conçu pour résister aux attaques les plus violentes. Caillassage, herse, cocktail molotov ou tir d'armes lourdes, rien n'arrête le colosse. La carrosserie est entièrement blindée, les pneumatiques renforcés pour un roulage à plat et la sécurité incendie est assurée par des bus d'arrosage, un peu comme sur les camions de pompiers. Sans oublier les blindés et l'indispensable poste de commandement, où sont récoltées l'ensemble des vidéos produites par les drones ou les caméras de surveillance, et où sont diffusés les ordres aux équipes sur le terrain. L'ensemble fait que la révolution était perdue d'avance et heureusement que nous ne l'avons pas faite. Il attendait, c'est certain, pour pouvoir certainement mettre en place une loi martiale, ce qui aurait permis un confinement à durée totalement indéterminée, et ce qui nous aurait permis de nous priver de l'ensemble de nos droits, notre constitution et les droits de l'homme, mais tout ça en ne en faisant pas usage. De toute façon, on a tendance à l'ignorer, nous le peuple français. Pour nous faire gentiment attendre, ils nous ont diffusé des faux espoirs. Internet et les réseaux sociaux, c'est eux qui nous l'ont offert, et c'est géré par eux-mêmes. Ils censurent de vraies informations, ils nous diffusent de mauvaises informations, parmi lesquelles on a pu avoir de faux espoirs. Donald Trump, qui allait arrêter l'État profond, qui nettoyait le marais, et qui allait mettre fin à ce nouvel ordre mondial. Et puis ensuite, cette armée américaine qui était en France et sur le territoire européen, et qui était censée, pour certains en tout cas, qui y ont cru, arrêter le pape, Angela Merkel, Macron et son gouvernement. Rien de tout cela. Ils étaient là pour un déploiement de force de l'OTAN, pour une simulation sous le nom de code Defender 2020. Et puis maintenant, une idée qui nous vient du Canada et qui est en train de gangréner en France. Tout bloquer. Réunir chauffeurs routiers, agriculteurs et leurs engins, et puis les gilets jaunes, et bloquer rond-point national, mener des opérations escargots sur l'autoroute et bloquer les pompes à essence. Qui ça va ennuyer réellement? Si ce n'est que celui qui doit aller travailler, qui a déjà du mal à payer le carburant qu'il va cramer dans les embouteillages et qui va arriver en retard et se faire engueuler par son patron. Ou encore les parents qui sont simplement partis voir leur enfant malade à l'hôpital et qui se retrouveront aussi bloqués dans l'embouteillage. Mais encore la famille qui a simplement voulu aller voir papy et mamie en maison de retraite et qui n'arriveront pas à l'heure de la visite. À part provoquer un énorme stress supplémentaire dont on n'a vraiment pas besoin, vu le contexte, et peut-être provoquer aussi une pénurie dans les supermarchés, et peut-être même dans les pompes à essence, par manque d'approvisionnement. Est-ce que ça va ennuyer l'élite ? Est-ce que ça va ennuyer le gouvernement Castex ou M. Macron et sa campagne, ou encore leur patron oligarque? Ils ont déjà d'autres moyens de transport, à savoir hélicoptères privés, jets privés, mais ils ont aussi des lieux, parce qu'ils ne fréquentent pas les mêmes lieux que nous,
des lieux où ils ont l'habitude d'aller, dans lequel il n'y a rien qui est bloqué et auquel on ne peut accéder. À savoir Genève et ses hôtels de luxe au bord du lac, des stations de ski comme Innstatt en Suisse, ou Dubaï, des îles paradisiaques et d'autres endroits pour privilégier. Ou encore ces fameux yachts privés qui sont des véritables villes flottantes, ou ces merveilleux restaurants ou établissements où on peut faire la fête est réservé uniquement à cette élite. Est-ce que vous pensez encore les ennuyer, eux ? Alors certains prétendent que non, c'est rien de tout ça et qu'ils veulent simplement bloquer leur économie. En mai 68 ou dans les années 70, quand il y avait une grève générale, ça pouvait faire trembler les patrons. Pourquoi ? Parce qu'en fait les usines, les sites de production étaient des entreprises familiales. Ces entreprises familiales ont été rachetées par des multinationales qui ont fait de l'ensemble de nos besoins vitaux des monopoles. Ils possèdent tout, l'ensemble de cette planète. À savoir qu'aujourd'hui, notre santé, notre nutrition, l'eau, l'énergie, leur appartient totalement. Ces sociétés s'appellent Nestlé, Danone, Kraft, Coca-Cola, L'Oréal, et puis pour la santé, GSK, Sanofi, Pfizer, Novartis, ou encore pour l'énergie, Total Energy, ou Eni, et j'en passe. Ces multinationales, ces gros groupes qui possèdent de nombreuses marques, sont toutes ont toutes comme actionnaires principaux deux gros groupes financiers, Vanguard et BlackRock. L'ensemble de ces groupes financiers et de ces multinationales ont des capitales qui se calculent en dizaines de milliards d'euros, voire même en centaines de milliards d'euros. Et vous pensez pouvoir toucher à leur économie. Je pense qu'il faudra vos 50 générations futures et beaucoup de courage pour ne serait-ce que leur gratter l'orteil. Leurs capitaux leur permettraient de vivre une éternité et vous serez déjà mort de faim. C'est encore très mal réfléchi. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière et c'est un homme très intéressant et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas,
qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Monsieur Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Monsieur Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'impose à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Monsieur Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Et que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, de raquettes, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Qui a le pouvoir ? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise, sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Et puis il y a ces têtes d'affiche, ces leaders, ces meneurs, ces influenceurs à qui vous avez fait confiance pendant 3 ans et qui vous ont poussé, mené en manifestation tous les samedis. Vous leur avez fait confiance alors que vous ne les connaissez absolument pas et vous ne savez rien d'eux. Il y a quelques années en arrière, il y avait un groupe antimondialiste qui s'appelait Attaque. Les leaders de ce groupe révolutionnaire qui était extrêmement déterminé et qui menait des grosses actions à chaque G20 et à chaque G7,
les meneurs ont été conviés à une table ronde avec les élites. Et depuis, tout a changé, plus rien n'est pareil. Il n'y a plus autant d'agressivité dans ce groupe qui était extrêmement déterminé. Et on peut considérer que les meneurs d'attaque ont été achetés, ont été corrompus. Souvenez-vous, Jacques Beauvais, ce fameux paysan avec les grandes moustaches, qui détruisait les McDo et les champs de maïs OGM. Après quelques gardes à vue et un petit peu de prison qui ne l'ont pas impressionné, eh bien il a fini par disparaître. On lui a donné une place de député européen, avec le salaire qui va avec et la petite caisse noire qui correspond à peu près au salaire. Il aura une retraite, une belle retraite, et puis on peut imaginer qu'on lui a dit écoute, prends ta place de député, prends le salaire qui va avec, et surtout ferme-la et qu'on n'entend plus parler de toi. En tout cas, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et puis il y a ceux qui étaient gênants et qui ont... il y a ceux qu'on a mis en hôpital psychiatrique, mais il y a aussi ceux qui ont disparu de façon tragique ou de façon douteuse. Comme Claire Sévrac par exemple, excellente journaliste qui a dénoncé beaucoup de choses, comme ce nouvel ordre mondial, ce business de la médecine, et leur volonté de transhumanisme, etc. Claire Sévrac qui était quelqu'un d'extraordinaire. Mais aussi Coluche, Jean Edernalier, Balavoine, Lady Diana, et beaucoup d'autres. Qui sont ces influenceurs que nous avons aujourd'hui, tête des gilets jaunes, tête d'affiche? Qui sont-ils réellement et pourquoi vous leur avez fait confiance? Et pourquoi vous leur avez fait confiance, j'aurais tendance à le savoir. Tout simplement parce que ils vous font entendre ce que vous avez envie d'entendre. Donc vous êtes manipulé, encore une fois. Il suffit simplement de vous dire ce que vous aimez entendre, ce que vous avez envie d'entendre et vous suivez le troupeau. Mais qui prouve que ces gens-là n'ont pas été achetés, corrompus, comme les autres. On les voit passer à la télé, on les voit sur la route sans arrêt. Je pense en particulier bien évidemment à Olive et son intelligence, je pense, me pardonnera d'avoir des doutes et de me poser des questions à son sujet. Il est souvent sur la route, visiblement apparemment il aurait arrêté de travailler. Il est souvent sur la route, entre les plateaux TV, les manifestations, les rencontres à droite et à gauche, tous les groupes qu'il veut voir. Comment il fait pour payer l'essence de sa voiture, ses trajets, son transport. Qui est-il réellement avec sa tête de baqueux ou d'ancien militaire? Comment se fait-il qu'il ait autant de vues sur Facebook alors que, en dehors des Bruel, des Bigard et d'autres artistes qui ont leur page sur Facebook et qui peuvent avoir énormément de vues parce qu'ils ont une notoriété, parce qu'ils sont connus. Olive, il sort de nulle part et pourtant il a plus de 150 000 vues, je crois, sur ses pages. Alors il y a deux solutions, soit une certaine notoriété et on a du nombre, soit on booste ses publications, mais dans ces cas-là il faut du pognon. Et où trouve-t-il le pognon pour payer tout ça? C'est comme ces groupes sur Facebook qui ont des 150 000 vues également. Comment y parvenir si ce n'est qu'en boostant les publications? Il n'y a pas d'autre explication que de booster ces publications. Et dans ce cas-là, il faut investir sur Facebook, donner du pognon pour booster les publications et amener du monde. Qui sont-ils réellement, ces gens-là? On peut se demander. En tout cas, ils nous influencent et ils vous poussent à la manifestation. Et la manifestation, pour le moment, pendant 3 ans, tous les samedis, ça n'a porté aucun fruit, mais rien du tout. Ça n'a pas stoppé l'élite et nous en sommes là aujourd'hui. Alors quoi faire? Quelle solution? La révolution? Certainement pas. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit c'est quand un moustique se pose sur tes couilles que tu te rends compte que tout ne peut pas être réglé par la violence. Tout bloqué? Je viens de vous l'expliquer.
à part nous embêter nous-mêmes, nous tirer une balle dans le pied, ça ne les ennuiera pas. Et ça ne les freinera pas. Alors il nous reste une chose, la justice, faire valoir nos droits et les faire appliquer. La justice, nous sommes d'accord, elle n'existe plus. Tout est corrompu jusqu'aux plus hautes autorités. Mais par contre, nous avons le pouvoir. Je le rappelle, dans la Constitution, la République est définie comme étant la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il nous suffirait donc d'organiser devant un tribunal international, donc le tribunal international des droits de l'homme à La Haye, ou alors le tribunal européen des droits de l'homme à Strasbourg, organiser une grande manifestation, une grande réunion. Nous avons déjà le nombre. Le nombre, c'est les gilets jaunes, c'est les manifestants qui sont sans arrêt sur Paris. Organiser donc une réunion devant un des tribunaux internationaux ou européens, y monter un podium, y siéger sous forme de manifestation statique et silencieuse. Faire monter sur le podium des intervenants avec des grandes connaissances en droit de l'homme, en droits internationaux, et puis organiser un tribunal populaire avec à main levée ou à l'applaudimètre notre délibéré, à savoir condamner pour crime contre l'humanité l'ensemble de ces dirigeants qui ont provoqué ce désordre mondial et organisé ce crime contre l'humanité, ce complot mondial contre l'humanité, à savoir l'ensemble des gouvernements de cette planète avec leurs présidents, mais aussi l'ensemble des présidents et secrétaires généraux de l'OTAN, l'ONU, l'OMS, Gavi, le FMI, j'en passe, mais aussi les actionnaires principaux de toutes ces multinationales qui nous empoisonnent au quotidien par l'eau, l'alimentation, les médicaments, les vaccins. Et il n'y a pas que celui du Covid-19, les 11 vaccins obligatoires faits à nos enfants, l'eau, les chemtrails, etc. Les condamnés au préalable, comme ça avait été fait sur Lens par des ouvriers en 1970, les condamner au préalable et puis transmettre notre délibéré aux juges de ces tribunaux, en les obligeant à délibérer dans l'heure, donc d'annuler l'ensemble des audiences qu'ils ont et l'ensemble de leurs occupations, et délibérer dans l'heure pour valider notre préjugement, notre précondamnation. Ils seront forcés de le faire parce que nous siégerons devant et nous les empêcherons de sortir tant qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà une solution qui a été abordée dans les années 70 sur Lens par des ouvriers qui avaient des problèmes dans leur usine, je crois qu'elle avait été fermée, et qui pourrait être utile aujourd'hui et qui pourrait nous permettre d'en finir avec ce gouvernement mondial, ces multinationales qui nous bouffent tout et qui nous empoisonnent, qui tuent nos enfants, et surtout qui nous permettrait de reconstruire un avenir pour nos enfants, un avenir certain. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de nos enfants, il n'y en a plus, c'est terminé. Je vous invite à réfléchir à ça, les amis, et surtout à vous remettre en question, parce que sans remise en question aujourd'hui, en continuant à vivre dans le passé, en s'imaginant que ce qui a été fait en mai 68, à savoir les grèves générales, la révolution, les blocages, etc., est encore viable face à un nouvel ordre mondial, face à ce gouvernement mondial qui est en train de prendre place peu à peu. Il serait temps qu'on se remette en question, parce que sinon on a perdu d'avance. J'accuse. Lettre au gouvernement français. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, en tant que citoyen français et en vertu de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui rappelle que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit, je vous adresse cette lettre. J'accuse le gouvernement français de crimes de masse par le massacre de populations civiles, à savoir l'intention de détruire un groupe en tant que tel, comme défini par la Convention de l'ONU de 1948. J'accuse le gouvernement français d'avoir placé la France aux premières places mondiales de l'indice de létalité face au Covid, avec 156 décès pour 1000 contaminés, alors que certains pays ont des indices de létalité 5 à 10 fois inférieurs. Grèce, 35 décès pour 1000 contaminés. Turquie, 24 décès pour 1000 contaminés. Sénégal, 21 décès pour 1000 contaminés. Inde, 19 décès pour 1000 contaminés. Russie, 16 décès pour 1000 contaminés. Maroc, 15 décès pour 1000 contaminés. J'accuse le gouvernement français du meurtre prémédité de plus de 30 000 Français et Françaises au premier semestre 2020, non pas d'une maladie respiratoire virale appelée Covid, mais à cause de choix politiques et sanitaires criminels et d'un confinement généralisé et policier injustifiable. J'accuse le gouvernement français d'avoir proposé uniquement du Doliprane comme traitement initial contre la Covid, se rendant donc responsable d'un crime de masse en décrédibilisant publiquement l'usage des antipaludéens comme la chloroquine qui aurait pu éviter 25 000 morts en France. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en place une stratégie à l'allemande, tester, isoler, soigner, qui, si elle avait été appliquée en France, aurait pu sauver 25 000 vies. Il fallait simplement isoler les malades et protéger les personnes à risque, et en aucun cas priver toute la population de ses droits fondamentaux et de sa vie sociale. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en place les impératifs de protection contre la contagion et d'avoir trahi l'éthique médicale, les principes humanistes fondamentaux ainsi que le serment d'Hippocrate. J'accuse le gouvernement français d'un confinement moyenâgeux qui coûtera aux Français 10 fois plus d'années de vie que le virus lui-même et qui va mettre la France dans une situation si paralysante et périlleuse que la stabilité financière et sociale à long terme est concrètement menacée comme jamais dans son histoire récente. J'accuse le gouvernement français d'avoir instrumentalisé la science comme lors du Lancet Gate, alors que la science a pour condition sine qua non la transparence, le pluralisme, le débat contradictoire, la connaissance précise des données et l'absence de conflit d'intérêts. J'accuse le gouvernement français d'avoir valorisé dans un contexte de conflit d'intérêts clairement identifié avec Gilead son traitement Remdesivir injecté quotidiennement par voie intraveineuse et qui coûte plus de 3 000 €, alors que le traitement hydroxychloroquine, azithromycine ne coûtait que quelques dizaines d'euros. J'accuse le gouvernement français d'avoir classé l'hydroxychloroquine sur la liste 2 des substances vénéneuses par un décret du 13 janvier 2020 et l'a ainsi rendu indisponible en pharmacie sans ordonnance pour les Français et les Françaises. J'accuse le gouvernement français de n'avoir porté aucun intérêt et de n'avoir mis aucun moyen en œuvre pour traiter et étudier les différents traitements médicamenteux disponibles pour traiter le Covid. Les corticoïdes, les antihypertenseurs, des anti-inflammatoires, la famille des macrolides, l'Avigan, le favipiravir, le plasma, l'artémésia, le lait maternel, les anticorps anti-cycotine, les anticorps d'Apalga, le zinc, la vitamine C. J'accuse le gouvernement français d'avoir laissé de nombreux hôpitaux à moitié vides pendant tout le mois d'avril et les cliniques privées vidées de tout malades qui ont dû recourir au chômage partiel de leur personnel avec des lits en soins intensifs qui sont restés vides faute de malades. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en place une doctrine sanitaire évidente et adéquate en temps de pandémie. Tests massifs, isoler les porteurs du virus, traiter les patients atteints et suivi des malades pour des recherches d'urgence. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en quarantaine des infectés, même sans capacité de test,
sur les simples signes cliniques, car les infectés asymptomatiques participent très rarement à la diffusion de la maladie. Mais les ARS ont préféré renvoyer les infectés sans signe de gravité chez eux, et les vieux dans les EHPAD infecter leurs proches grâce au confinement qui augmentait la durée d'exposition au virus. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir fourni au personnel de santé tous les moyens et les équipements nécessaires à la réalisation de leur mission de service public et de ne pas les avoir protégés avec les équipements de protection individuelle dont les masques nécessaires à ce type de situation. J'accuse le gouvernement français d'avoir refusé les nombreuses propositions insistantes de différents industriels français qui se sont proposés de participer à l'effort national en produisant des masques ou des respirateurs. J'accuse le gouvernement français d'une médiocre stratégie de préparation avec la disparition de 3/4 du stock stratégique de masques qui était passé de plus de 1 milliard dans les années 2010 à quelques centaines de millions en 2020. J'accuse le gouvernement français d'avoir mis en place un confinement général, mesure inédite dans notre histoire, qui a eu des conséquences individuelles, économiques et sociales parfois terribles, qui sont loin de s'être encore toutes manifestées et d'avoir été toutes évaluées, et de renouveler cette erreur une seconde fois, tout en sachant que son efficacité n'est pas démontrée scientifiquement, c'est même l'inverse. C'est inacceptable. J'accuse le gouvernement français d'avoir légitimé ces décisions par l'avis du Haut Conseil scientifique, qui ne respectait pas les conditions d'indépendance avec la quasi-totalité de ses membres qui sont en conflit d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Il aurait dû être refondé ou supprimé. J'accuse le gouvernement français d'avoir dérogé à l'organisation traditionnelle de la médecine, car normalement, les premiers à soigner les malades sont les médecins généralistes, et les avoir écartés de la lutte contre la Covid en ne leur fournissant ni tests, ni masques, et en suspendant leur liberté de prescrire les médicaments autorisés de leur choix, a constitué une erreur grave. J'accuse le gouvernement français d'avoir laissé de côté trop de personnes âgées qui sont décédées et se dégradent encore actuellement dans un abandon motivé par des motifs sanitaires non justifiés. Et trop de familles souffrent de ne pas pouvoir leur apporter l'affection indispensable à leur bonheur et à leur santé. J'accuse le gouvernement français d'avoir interdit de nombreux citoyens à accompagner leurs aïeux dans leur fin de vie, d'avoir interdit les soins, voire pire, d'interdire la présence de leur descendance lors de leurs funérailles. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir mis en place une politique de tests massifs et toutes les personnes symptomatiques et encore pire, de ne pas avoir répondu aux innombrables et incessantes demandes des laboratoires d'organismes d'État, départementaux, universitaires, vétérinaires, pour participer à une mise en place massive de tests sur la population. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir protégé les plus faibles, d'avoir imposé le port du masque dans la rue, y compris dans les régions où le virus ne circule pas. Ces mesures générales et uniformes, imposées sur surveillance policière, révèlent davantage d'une volonté d'afficher une posture protectrice que d'une stratégie sanitaire précise. J'accuse le gouvernement français d'avoir mis la société française en tension, avec beaucoup de citoyens qui s'affolent et également l'ensemble des médias d'avoir relayé sans distance une communication qui est devenue contre-productive, anxiogène et mortifère, ayant encouragé la majorité de nos concitoyens à ne plus faire confiance au discours officiel. J'accuse le gouvernement français d'avoir justifié un état d'urgence sanitaire par l'instrumentalisation du Covid et ainsi imposer des restrictions exceptionnelles de l'état de droit et des libertés publiques qui fondent la démocratie et la République, alors que cette crise doit nous unir et nous responsabiliser, pas nous diviser ni nous soumettre. J'accuse le gouvernement français d'avoir mis en place un état d'urgence sanitaire disproportionné et inconséquent, ayant imposé la limitation des déplacements, la limitation des manifestations, la limitation des rencontres familiales et le stockage des données personnelles pour ne citer que. J'accuse le gouvernement français d'avoir utilisé l'état d'urgence sanitaire ainsi que le confinement
pour détruire ou détricoter certains acquis du Code du travail, heures supplémentaires, congés payés, jours de repos imposés, formation professionnelle. J'accuse le gouvernement français d'une communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers sans en expliquer les causes et les mécanismes, jouant sur la confusion entre responsabilisation éclairée et culpabilisation moralisatrice, entre éducation citoyenne et infantilisation, entre instrumentalisation de la science par le gouvernement et appel à refonder ou supprimer son conseil scientifique. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir permis de penser ensemble à définir démocratiquement nos stratégies sanitaires, redonner de la confiance à nos concitoyens et de l'avenir à notre jeunesse. J'accuse le gouvernement français d'avoir surestimé d'environ 80% les diagnostics de Covid qu'ils sont faux et surtout d'avoir exagéré le Covid comme seule cause de décès, car la quasi-totalité des tests PCR avaient un résultat négatif. Mais par contre, tous les cardiologues concluaient de la même manière, image compatible avec une infection Covid, donc mort du Covid. J'accuse le gouvernement français d'avoir pris des mesures au nom de la protection de la population qui se sont avérées manifestement ni efficaces, ni proportionnées, ni adéquates en plus d'être contradictoires et d'être justifiées par un haut conseil scientifique au conflit d'intérêts innombrables. J'accuse le gouvernement français, alors qu'il n'y avait aucune preuve que le confinement permettrait d'éviter le raz-de-marée sur les hôpitaux, voire même l'inverse, des mesures de confinement généralisées qui a mis des pans entiers de la société dans la détresse. Jeunesse privée de droit à l'éducation, finances publiques lourdement grevées, maisons de retraite et centres pour handicapés transformés en prison, destruction des liens dans les populations minées par la défiance et la peur de l'autre, désintérêt progressif du travail chez de nombreux salariés, récession économique, aggravation du chômage et de la misère sociale. J'accuse le gouvernement français d'avoir conduit une grande partie des Français au bout du rouleau et d'avoir créé cette hystérie collective et de l'entretenir alors que les livres de psychiatrie disent tous que l'hystérie collective est toujours créée par des groupes importants ou des gouvernements. Nous sommes en plein dedans. J'accuse le gouvernement français d'avoir eu une stratégie de dépistage incohérente et d'avoir fait un usage non conforme des tests PCR qui conduit au rythme actuel à confiner des dizaines de milliers de gens pour rien, d'interdire l'accès à l'école à des enfants pour rien et provoquer des conséquences sociales, psychologiques et économiques dévastatrices. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir pris en compte les innombrables tribunes de professionnels et d'associations de professionnels qui pointent du doigt les incohérences et les absurdités de la doctrine sanitaire française face au Covid. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir pris en compte les avis, conseils et publications d'un des plus imminents virologues du monde, Didier Raoult, qui a à sa disposition des moyens colossaux à l'IHU de Marseille et toutes les structures partenaires qui gravitent autour. Et même pire, en ayant semé le doute dans l'opinion publique et en diabolisant ce chercheur internationalement reconnu. J'accuse le gouvernement français de l'assassinat de nos aïeux avec des mesures prises durant la loi d'état d'urgence sanitaire qui ont abouti à les éliminer sans témoin et en empêchant de leur rendre le dernier hommage. J'accuse le gouvernement français du meurtre avec préméditation par Rivotril des pensionnaires des EHPAD par décret publié le 29 mars 2020, qui change son périmètre d'utilisation pour un usage palliatif et qui constitue une légalisation de l'euthanasie et un refus de justice dans l'accès aux soins. J'accuse le gouvernement français d'une mise à mort organisée de nos anciens avec des Covid non traités, en interdisant des tests de diagnostic massifs, puis de réanimation aux patients des EHPAD alors que de nombreux hôpitaux étaient vides, sans parler des cliniques privées. J'accuse le gouvernement français qui, par sa doctrine sanitaire, a privé des centaines de milliers de personnes de recevoir les soins dont elles avaient besoin parce que le plan blanc réservait toutes les capacités d'hospitalisation pour le Covid-19. J'accuse le gouvernement français de victimes collatérales par dizaines de milliers avec ce confinement aveugle qui a entraîné l'arrêt des traitements des maladies chroniques,
hypertension, diabète, cancer, etc. Source de pertes importantes de chances de survie. J'accuse le gouvernement français d'avoir bloqué le diagnostic et le traitement de nouvelles pathologies infectieuses, cancéreuses, etc., qui sont apparues pendant le confinement et sont restées évolutives, en l'absence de diagnostic et de traitement. Or, même des retards modestes dans la chirurgie du cancer ont un impact significatif sur la survie. J'accuse le gouvernement français d'avoir eu une politique face au Covid qui a provoqué une baisse d'activité de 40% pour les médecins généralistes et une perte d'activité chirurgicale de 70% à cause du plan Bolland mal conçu. J'accuse le gouvernement français de l'impact de la crise Covid qui a provoqué une baisse de plus de 2 millions d'actes chirurgicaux pour une date de levée du plan blanc postérieure au 1er juin. Les traitements en cours des cancers connus ont été retardés ou modifiés. J'accuse le gouvernement français de ne pas avoir entendu l'appel répété des médecins et chirurgiens pour la levée du plan blanc dès le début du mois de mai, qui avait adressé des mises en garde aux hautes autorités de l'État. Nous constatons chaque jour et de plus en plus l'aggravation des morbidités et de la mortalité des malades non Covid. Les patients présentant des états aggravés avec des retards de diagnostic et thérapeutiques sont lourds de conséquences. J'accuse le gouvernement français d'avoir maintenu le plan blanc édicté pour lutter contre le risque Covid-19, qui a eu des conséquences délétères pour la santé publique alors que l'épidémie était presque éteinte sur une grande partie du territoire. Son rapport bénéfice-risque est devenu catastrophique, en vain. J'accuse le gouvernement français de maltraitance envers les enfants dans les écoles et d'avoir développé le port du masque permanent obligatoire dans les classes alors qu'aucun Français de moins de 20 ans est mort du Covid-19 depuis le début de l'année et qu'aucune analyse de la littérature scientifique permet de justifier le port du masque pour la population générale. J'accuse le gouvernement français d'avoir, par sa politique du port du masque obligatoire à l'école pendant toute la journée pour les élèves à partir de 6 ans, avec pour conséquence 25% des pathologies actuelles rencontrées en cabinet des médecins généralistes sont les conséquences de ce port du masque. J'accuse le gouvernement français d'avoir provoqué de nombreuses maladies liées à une politique de masque contraire à toutes les recherches scientifiques indépendantes et sérieuses, avec pour conséquence le développement des bronchites sévères, conjonctivite grave, de furonculose, de grande fatigue, d'herpès labiaux, de l'impétigo, d'allergies cutanées ainsi que de staphylocoque. J'accuse le gouvernement français d'avoir voté une loi afin d'empêcher la responsabilité pénale des ministres, des élus locaux, des fonctionnaires ou des chefs d'entreprise en cas de faute non intentionnelle dans le cadre de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. J'accuse le gouvernement français d'avoir participé et intensifié la censure sur le web à l'aide des GAFAM et d'autres structures, portant ainsi atteinte à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 concernant la liberté d'expression et empêchant ainsi des débats contradictoires vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire. Akina Skira, le 21 avril 2021, 33 ans, ingénieur CNAM. Il est impossible d'obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Comme il est impensable de continuer à faire ce qui nous a poussé à l'échec, à le faire et à le refaire, comme les manifs, comme maintenant le blocage. On se doit tous aujourd'hui de se remettre en question pour l'avenir de nos enfants. Vous êtes certainement parents.
ou peut-être que dans votre famille il y a des enfants, ou peut-être que vous êtes déjà grands-parents. Mais en tout cas, nous devons tous y penser. L'avenir de nos enfants, il est de notre responsabilité de le construire. C'est notre devoir. Et on doit tous se remettre en question pour ça. Pour nos enfants, plus jamais ça.